Prenez soin de vous avec le groupe Vive et votre programme La Santé d'abord. Groupe Vive, entrepreneur du mieux vivre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de La Santé d'abord, l'émission qui préfère prévenir plutôt que guérir. Alors qui n'a jamais eu mal au dos de sa vie, je pense personne. Alors c'est vrai que c'est une douleur qui est souvent banalisée. Nous sommes nombreux à penser que c'est normal d'avoir mal au dos jusqu'au jour où on se retrouve coincé par terre. Alors arrêtons de subir notre dos et au contraire, soyons responsables de cet indispensable charpent de notre organisme. Prendre soin de son dos, on en parle aujourd'hui sur le plateau de La Santé d'abord. Neuf Français sur 10 souffriraient du dos et chiffre encore plus étonnant, ce mal du siècle toucherait largement les jeunes. Plus de 80% des 18-24 ans auraient déjà eu mal au dos d'après une enquête Opinionway réalisée il y a 3 ans et je pense que depuis les choses n'ont pas dû s'arranger. Alors comment expliquer ces chiffres assez effarants et surtout comment faire pour que le mal de dos ne soit plus une fatalité? Bien, la réponse aujourd'hui avec mes deux invités. Stéphanie Laclos, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir convié. Vous êtes médecin rhumatologue à Paris. Damien Zivanovic, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ostéopathe et enseignant en ostéopathie et auteur-acteur de petites vidéos à la fois très drôles et très pédagogiques sur tous les gestes et réflexes anti-mal de dos. On en verra d'ailleurs tout à l'heure. C'est ces petites vidéos que l'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Donc un grand merci à tous les deux d'être avec nous sur le plateau de La Santé d'abord. Alors, comment les Français cohabitent-ils avec leur dos? Eh bien, nous sommes allés en Bretagne interroger quelques irréductibles Gaulois sur leur relation avec cette zone capitale de notre anatomie. Regardez, c'est un sujet d'Anne Burlot. Le problème de dos, c'est chronique, on va dire, du fait de ma grande taille. Il n'y a pas grand-chose à faire, malheureusement. Quand on va avoir des professionnels de santé, c'est toujours la même histoire. C'est faites du sport, mobilisez-vous, etc. Dans un sens, ça peut marcher. Mais dans un autre, quand il s'agit de vrais problèmes qui sont récurrents, je pense que, là, à part des séances non remboursées par les Sécu, il n'y a que ça qui marche. Ça peut m'arriver d'avoir des petits problèmes de dos, surtout après la journée de travail. Voilà, moi je suis quelqu'un qui travaille chez un artisan, donc dans la filière paysagiste. Ça m'arrive de faire des étirements en bas du dos, voilà, bien étiré sur un tapis et ça permet de soulager un peu. Alors pour mes douleurs de dos, en général, c'est des douleurs que j'ai en bas du dos. C'est très douloureux. Moi, ce que je fais, c'est que je vais faire des bains chauds pour détendre mon muscle. Je vais mettre aussi une bouillotte le soir, bien chaude, dans le dos, 20 minutes. Dès qu'il y a un problème de stress, moi, c'est le bas du dos qui se bloque. Donc, c'est éthiopathe. Obligatoirement, massage, un peu de baume du tigre, des choses comme ça. Eh bien, maintenant c'est chronique, je fais des lombosciatiques invalidantes. Donc j'ai eu des grosses crises et puis maintenant j'ai appris à gérer avec ma kiné. J'ai aussi fait quelques cures. Il faut beaucoup bouger, piscine, marche. Alors, le problème avec le mal de dos, c'est que tout le monde pense que c'est normal d'avoir mal au dos, donc c'est logique de ne pas vraiment se soigner. Bon, ok, il y a les bouillottes, le baume du tigre, etc., mais ce n'est pas toujours suffisant malheureusement. Or, avoir mal au dos, on est bien d'accord, ce n'est pas normal, et surtout ce n'est pas une fatalité. La douleur, c'est jamais normal. La douleur dans l'organisme, c'est une petite alarme qui se déclenche, qui nous dit pop, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut en général l'écouter et le prendre en charge. Alors, avons-nous plus mal au dos que nos aïeux qui montaient à cheval, qui portaient des lourdes charges, certes, mais qui ne travaillaient peut-être pas 10 heures par jour devant un écran? Alors, est-ce que nous avons plus mal, effectivement, que nos aïeux? C'est une très bonne question. Il faut savoir aussi que les conditions de vie n'étaient pas les mêmes et nos aïeux étaient beaucoup moins sédentaires que nous pouvons l'être maintenant. On voit vraiment que dans les facteurs qui chronicisent le mal de dos, il y a clairement la sédentarité. Nos aïeux étaient beaucoup plus actifs et avec un dos beaucoup plus gainé. Et la sédentarité de plus en plus jeune d'ailleurs. Totalement. Justement, c'était ma question suivante parce que j'étais un peu surprise par les chiffres. Pourquoi souffre-t-on du dos de plus en plus jeune 80% des 18-24 ans auraient déjà eu mal au dos. C'est justement ce problème de sédentarité qui arrive de plus en plus jeune.
on fait de moins en moins d'activité physique et on reste dans cette position assise qui n'est pas à la base une position très naturelle pour notre organisme, pour notre dos justement, qui va venir comprimer notre bas du dos, on pourra en parler tout à l'heure. Mais effectivement, c'est du coup ces douleurs qu'on retrouve en consultation chez des patients de plus en plus jeunes. Alors avant de revenir sur les pathologies du dos les plus fréquentes, quelques petits rappels anatomiques. Notre colonne vertébrale, c'est un vrai jeu de mécano. C'est un empilement de 33 vertèbres mobiles, 7 au niveau cervical, 12 dorsales et 5 au niveau lombaire. Ces vertèbres sont séparées au niveau de leur zone antérieure par un tissu qu'on appelle le disque intervertébral, ce qui permet à la colonne vertébrale d'allier à la fois le mouvement et la résistance. Et notre colonne protège aussi notre système nerveux, puisque c'est au centre de l'axe formé par l'empilement de nos vertèbres que passe la moelle épinière. Et il y a aussi 244 muscles. Donc c'est un outil vraiment indispensable de notre organisme et quand même très très bien conçu. Ça c'est sûr, et c'est un outil qui est complexe parce qu'on ne l'a pas encore tout à fait compris. Les lois articulaires au niveau de la colonne ne sont pas encore tout à fait comprises. Ouais. Et en ostéopathie, on essaie d'avancer dans la recherche justement sur ce point-là. Et on en découvre, plus les années passent, plus on en découvre. On ne connaît pas encore tout sur les mécanismes. Sur les lois articulaires basiques, oui. Mais sur la réaction générale de la colonne sur différents stimuli, on a du mal à le comprendre jusqu'à maintenant. Ouais. Il y a 2-3 trucs qu'on ne comprend pas trop. Alors, parlons d'abord de la pathologie du dos la plus fréquente, qui est la lombalgie, qui touche 4 personnes sur 5 au cours de sa vie. Alors, quelles sont les causes les plus fréquentes ? Alors, dans les causes les plus fréquentes de lombalgie, on a la lombalgie aiguë, le lumbago. Le lumbago, c'est clairement le faux mouvement. Je me suis retournée, j'ai porté une charge, le dos se contracte, je suis bloquée. Ça, c'est la lombalgie aiguë, le lumbago. Ce qu'on retrouve le plus fréquemment. Donc, c'est les muscles, en fait. C'est les muscles qui se contractent. Je me lève. C'est une contraction musculaire. Une contraction musculaire. Ça, c'est l'équivalent. C'est le lumbago. Et après, on a donc la pathologie la plus fréquemment retrouvée, qui est effectivement la hernie discale. Alors, juste le lumbago, comment on le prend en charge ? On attend que ça se passe, on bouge pas, on prend des antidouleurs. Alors, à savoir l'évolution naturelle du lumbago, ça rentre tout seul dans l'ordre. En général, ça a un pic douloureux et après, l'évolution naturelle se fait dans l'ordre. Nous, notre intervention, que ce soit à Damien ou à moi, c'est pour raccourcir cette période de pic douloureux. Donc, soit sur le terme médical avec des traitements pour la douleur, ou avec l'ostéopathie, effectivement, pour lever l'éventuel blocage et détendre tous les tissus musculo-squelettiques. Sur la partie très inflammatoire, on ne va pas avoir une action très importante dessus. On va attendre que l'inflammation calme, s'apaise, et après on ramène tout doucement de la mobilité et on donne des conseils à nos patients pour que le mouvement revienne petit à petit. Donc c'est vraiment un travail complémentaire. Vous travaillez main dans la main. On est d'accord. Une évidence. D'accord. Alors on parlait de la hernie, effectivement, hernie discale. 1/3 des Français. Quelles sont les principales causes de cette hernie ? Alors l'hernie, c'est quoi déjà ? Expliquez-nous, c'est au niveau des disques ? Je vous explique. Effectivement, on a nos vertèbres, là, comme on a parlé tout à l'heure, qui sont les os, qui rebondissent clairement, qui sont amortis par notre disque, qui est équivalent, en fait, dans la hernie. On ne sait pas pourquoi encore. On est toujours au stade d'études sur pas mal de choses. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, celui-ci il s'use ? Et quand il s'use, il faut bien imaginer... C'est pas que le vieillissement. C'est pas que le vieillissement. Il y a un facteur génétique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et on ne sait pas encore exactement ce qui provoque des fois cette usure un petit peu précoce. C'est l'équivalent d'un chewing-gum, comme quand on appuie dessus, et qui va venir un petit peu bomber vers l'extérieur. Et ce bombement va produire beaucoup d'inflammation. Et en réaction, les muscles vont se contracter. La hernie, en produisant de l'inflammation, peut venir effectivement comprimer le nerf sciatique qui passe derrière, avec toute l'inflammation au regard. Et la sciatique, c'est quand la hernie vient comprimer le nerf juste derrière. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est rassurer les patients qui peuvent être à l'écoute de l'émission. C'est de se dire que, attention, qu'il n'y ait pas une fatalité du catastrophisme avec une imagerie qui présente une hernie. Est-ce que c'est l'hernie qui donne la douleur ou est-ce que c'est l'inflammation qui est généralisée autour ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que pour reprendre des chiffres sur des différentes études qu'on a pu faire, si on prend des trentenaires qui n'ont jamais eu mal au dos et qu'on fait une imagerie, on trouvera 33% d'hernie, par exemple. Ça monte jusqu'à 80% chez des quatre-vingtenaires qui n'ont jamais eu mal au dos. Donc l'hernie est présente. Moi, j'en ai 2, par exemple, et j'en souffre. Vous avez des douleurs ou pas ? Parce qu'on peut avoir une hernie sans douleur. C'est pour ça que je vous dis ça, et on peut avoir des douleurs sans hernie. Donc, voilà, il faut faire attention à l'imagerie, à se dire, voilà, c'est ça qui me donne cette douleur. Non, c'est tout ce qui se passe autour et sur le processus, pourquoi l'organisme s'inflamme. Qu'est-ce qui fait que l'organisme lâche à ce moment-là ? Et qu'est-ce qui se passe alors ? Ça guérit spontanément en général ? Parce qu'en fait, c'est le noyau, si j'ai bien compris, qui sort un peu du disque, c'est ça ?
Effectivement, vous imaginez quelque chose de gélatineux avec un Ouais. noyau au milieu Et qui lui vient amortir le tout et en fait ce noyau au bout qui d'un donne moment, la souplesse de notre colonne vertébrale. voilà, Ça. qui va venir. Mais il peut re-rentrer, une fois qu'il est sorti, il peut re-rentrer. Il peut re-rentrer. L'évolution naturelle d'une hernie, c'est pareil, elle rentre dans l'ordre. Alors, D'accord. si on fait des imageries effectivement à des gens qui, 1 an après, n'ont plus de douleur, on peut toujours voir effectivement sur l'imagerie la hernie. Il faut savoir que c'est une description anatomique, la hernie. Ce n'est pas forcément une description de douleur, comme vous Si elle disiez très bien. comprime aucun nerf comme le nerf sciatique, on peut ne pas avoir de douleur et Exactement. vivre avec cette hernie très bien, Très bien. sans aucun problème. Et faire toutes ces activités du D'accord. quotidien. Est-ce qu'on peut se déplacer une vertèbre? Non. Si on se déplace déplace une pas, on est vertèbre, bien on ne peut d'accord. plus marcher, on ne peut plus utiliser nos membres. Ça, c'est vraiment On un entend raccourci. souvent hein. ça. Ah, je crois que je me suis déplacé une vertèbre. Et ça, c'est aussi un petit peu à cause des ostéopathes de l'époque. hein. Il faut effectivement... Ah, je vais vous remettre en place Ouais. cette Voilà. vertèbre. En fait. Ça met à culpa là-dessus. C'est nos anciennes générations qui utilisaient ces termes-là pour essayer d'imager la chose, mais ce n'est pas possible. Par contre, une vertèbre peut avoir un manque de mobilité, et l'idée de l'ostéopathe, c'est de lui ramener du mouvement et de ramener de la mobilité. Mais non. Parlons aussi un peu de l'arthrose, qui correspond à une dégradation des cartilages, qui se trouve à l'extrémité des os au niveau de l'articulation. Peut-elle être à l'origine de lombalgie ou de sciatique? C'est encore autre chose. Alors, est-ce qu'elle peut être à l'origine? Oui, bien sûr. Il faut savoir que, bien sûr, je vous ai dit, les vertèbres, elles reposent sur nos disques. Si on n'a que ça, notre colonne ne tient pas en place. Donc, on a les articulations qui sont juste derrière pour permettre la stabilité de notre colonne, justement. Et l'arthrose, c'est une évolution d'usure progressive du cartilage, pareil, qui est une description radiologique qui ne peut ne pas être douloureuse. Cependant, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, le processus inflammatoire se déclare? Ça reste ainsi une source de mystère, mais peut provoquer effectivement des douleurs de dos. Alors, il y a quand même des cas où les douleurs deviennent chroniques ou tout simplement intolérables, comme dans certains cas de hernie discale. Et la chirurgie peut être alors proposée. Quelles sont les chirurgies du dos les plus fréquentes? Même si j'ai bien compris que c'est aujourd'hui de plus en plus rare. Mais qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui comme chirurgie? En effet, la chirurgie maintenant du dos était beaucoup plus proposée tardivement. Quand elles sont proposées très tôt, c'est qu'il y a une hernie qui empêche de bouger sa jambe ou qu'on a des problèmes effectivement qu'on dit sphinctériens, c'est-à-dire on ne sent plus ses urines passer. Ça, c'est des cas de chirurgie en urgence, ce qui est rarissime. Dans les cas de chirurgie plus tardive, c'est en général en échec d'un traitement médical, c'est-à-dire l'échec des médicaments, de gestes d'infiltration qui permettent d'amener l'anti-inflammatoire de façon locale quand ça ne marche pas en médicaments, et l'échec des thérapeutiques paramédicales. Et dans ces cas-là, les principales chirurgies qui sont proposées, c'est effectivement d'enlever le petit morceau de hernie. Et dans des cas où la colonne n'est pas très stable ou qu'il y a beaucoup d'arthrose, des fois, les chirurgiens viennent fixer 2 vertèbres, ce qu'on appelle l'arthrodèse. Merci, c'est très clair, j'ai tout compris. Et justement, je vous emmène dans le bloc opératoire du docteur Florian QF à l'Hospi Grand Ouest, assister à une rhizolyse par voie endoscopique. Alors, sous ce nom barbare se cache en fait une technique peu invasive qui va utiliser la chaleur pour réduire les douleurs lombaires chroniques. Regardez. J'aurais besoin d'un radioscopie, s'il vous plaît. Alors, il s'agissait d'une intervention qui visait à diminuer les douleurs lombaires chez un patient qui était en échec d'un traitement conservateur, c'est-à-dire un traitement mené grâce à des médicaments, grâce à une prise en charge éducative. Et ce patient ne répondait pas à cette prise en charge conservatrice, donc on lui a proposé une intervention. Il s'agissait d'une intervention qui était menée sous endoscopie avec une petite caméra, donc une chirurgie plutôt mi-invasive qui permettait de préserver le capital musculaire du dos chez ce patient, visant par cette intervention à diminuer les douleurs lombaires qui persistaient, qui étaient chroniques et qui devenaient très invalidantes pour ce patient, notamment dans le cadre de son activité professionnelle. Ok. Radio. Sur des interventions peu invasives, le risque est pas très important. Vous pouvez avoir, comme dans toute chirurgie, un hématome, des choses assez simples qui sont gérées en post-opératoire de manière assez rapide. Sur une chirurgie peu invasive, le risque est principalement d'avoir la déception d'un résultat partiel. En chirurgie de la colonne vertébrale, il faut bien avoir à l'esprit qu'on propose une intervention, c'est toujours en dernier recours, sauf cas d'urgence extrême où le chirurgien évalue que l'intervention est obligatoire et qu'elle passe avant tout autre type de traitement. Parce qu'il faut bien comprendre qu'après, il n'y a plus beaucoup de solutions. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on opère de moins en moins. Entre 2006 et 2014, le nombre d'opérations aurait diminué de 4%. Alors comment l'expliquer? Est-ce qu'on avait tendance un peu avant à abuser de la chirurgie? Ou alors les traitements médicamenteux sont plus efficaces? Ou il y a là également l'apparition, comme on l'a vu dans le sujet, de techniques qui sont moins invasives? Comment expliquer?
Alors effectivement, les techniques médicales se sont beaucoup plus développées. Avant, on n'avait que les médicaments par voie orale. Maintenant, on a aussi tous les gestes infiltratifs de mettre l'anti-inflammatoire de façon locale qui permettent de passer le cap inflammatoire. Et surtout, on a vu que la chirurgie précocement non plus n'est pas dénuée de risques, comme on pourra peut-être y revenir après, et des fois ne permet pas de passer ce cap douloureux ou même siège de récidive. Alors justement, quels sont les principaux risques d'une chirurgie du dos pour lesquels le patient doit être averti? Alors comme pour toute chirurgie, déjà, il y a toujours le risque infectieux. Dès qu'on ouvre la peau, il y a le risque infectieux. Il y a le risque hémorragique, celui effectivement de saigner. Après, pour tout ce qui est chirurgie de la colonne, bien sûr, il y a le risque de lésions nerveuses. Donc de paralysie ou de choses comme ça? De paralysie, effectivement, de toucher un nerf, pas de toucher la moelle épinière, il n'y en a pas au niveau lombaire, on est d'accord. Et il y a aussi le risque d'échec, bien sûr. De récidive. Et de récidive. Oui, échec, c'est-à-dire que ça marche pas. Il n'y a pas de complications, mais la douleur est toujours là. Et il y a des risques de récidive. De récidive, quand les patients vont bien après leur chirurgie, qui peuvent récidiver 6 mois ou quelques années après sur le même disque ou un autre disque. C'est important de demander plusieurs avis? C'est une évidence maintenant, hein, ça c'est certain. Plusieurs médecins, plusieurs thérapeutes et je dirais plusieurs chirurgiens. Bon, et après la chirurgie, quelles sont les précautions à prendre justement pour garantir un bon résultat? Il y a quelque chose d'assez simple, de bouger. Le mouvement, c'est très simple. Hein. Ça va vraiment à l'encontre d'une idée reçue qui a circulé pendant des années et des années. Des années. Hein, surtout, vous avez mal au dos, restez allongé, ne bougez pas. On a souvent dit au début, dès que vous avez mal au dos, vous restez allongé. Sauf qu'on a vu que les patients avaient beaucoup plus de mal à les remettre en mouvement et ils se chronicisaient beaucoup plus sur leur lombalgie. C'est pour ça que justement l'assurance maladie a lancé la campagne le mal de dos, il faut bouger. Quand on est vraiment bloqué, Alors il y a la phase inflammatoire. Après la phase inflammatoire, là, on est d'accord. On ne va pas se forcer à bouger. Non, tout à fait. Alors il y a chez les kinés, il y a cette prise en charge sur les phases inflammatoires très aiguës, où c'est des micro-mobilités très étagées sur les vertèbres. C'est des choses très simples, sur le dos, on lève légèrement le bassin, on le repose, mais ça réactive tout le système musculaire, et ça c'est très bien pour juste des petits mouvements, ça suffit. Alors, effectivement, quand on a mal au dos, notre premier réflexe, c'est d'aller voir un ostéopathe, un chiropracteur, un éthiopathe ou un kiné. Alors, en quelques mots, Damien, quelles sont les différences entre ces différentes professions? Alors, on va être très succinct parce que je pourrais parler longtemps. Oui, on pourrait faire une émission là-dessus. Déjà, on va en regrouper 3. Les chiropracteurs, les éthiopathes et les ostéopathes. On va les regrouper ensemble, ça sera plus simple. C'est des histoires de politique, d'histoire, mais sinon, la pratique est sensiblement la même quand même. Il y a la kinésithérapie. La kinésithérapie, c'est essentiellement un travail de rééducation de l'appareil locomoteur. On y va pour récupérer des grands mouvements. On sort du plâtre, on vient rééduquer le patient pour récupérer des grandes amplitudes de mouvements. Par exemple, une cheville, on vient réapprendre à marcher. Le bras, on vient réapprendre à faire de l'extension. Ça, effectivement, on va chez le médecin généraliste qui va nous faire une ordonnance, qui va nous prescrire des séances de kinésithérapie. Et en général, le patient est plutôt moteur, actif. C'est sur 1, 2, 3 séances par semaine sur une durée déterminée. C'est un peu le sujet de l'ère du temps en ce moment, car justement, il y a une demande, il y a un projet de loi en ce moment qui demande l'accès direct aux kinésithérapeutes. L'ordre des médecins, pour l'instant, Ah oui, et n'est pas tout à fait favorable. Pas tout à fait favorable. Sûrement l'objet d'une autre émission. Et vous, en tant qu'ostéopathe, à quel moment vous allez envoyer votre patient vers le médecin? Et est-ce que vous travaillez toujours avec des radios avant de manipuler quelqu'un? Alors, à chaque fois, on demande à nos patients de venir avec leur radio. Et s'ils n'en ont pas, qu'est-ce que vous faites? S'ils n'en ont pas, comme je le disais, toutes les douleurs de dos sont en général des douleurs communes. On est très rarement dans la pathologie. On a des drapeaux rouges qui se lèvent lors de notre interrogatoire. Si effectivement il y a des drapeaux rouges qui arrivent, on renvoie tout de suite chez les médecins. D'accord. Parce qu'en plus de traiter le problème, vous donnez également beaucoup de conseils de prévention à vos patients. Et pour en faire profiter un plus grand nombre, vous avez eu cette idée géniale de faire des petites vidéos à la fois très efficaces, très pédagogiques sur les bons gestes à avoir au quotidien pour soulager son dos. Alors imaginons, j'ai les cervicales un petit peu tendues, ce qui m'arrive souvent. Comment les assouplir un petit peu? Alors regardez, on va regarder des petites vidéos. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait alors? Alors effectivement, là l'idée encore une fois c'est de ramener de la mobilité, c'est pas de guérir, donc là j'explique ce qu'on peut essayer de faire avec la colonne, de ramener du mouvement. Donc là on peut prendre une serviette, on peut faire plusieurs choses avec une serviette. Donc l'enrouler, avoir un espèce de support mou, et ça va nous permettre d'écraser la serviette avec notre dorsale supérieure et de venir faire de l'extension.
Cette extension-là va nous permettre de faire de la flexion-extension au niveau des cervicales. C'est quelque chose qu'on ne fait pas tous les jours. Et c'est les kinés appellent ça effectivement le pigeon. Donc on vient faire de l'hyperextension et on vient refaire de la flexion derrière. Donc ça, c'est pour les cervicales. Alors, autre cas de figure, j'ai régulièrement des douleurs dans le bas du dos. Qu'est-ce que vous nous conseillez, Damien ? Alors dans le bas du dos, il y a plein d'exercices différents qui peuvent être utilisés. Là, c'est une des vidéos qui parle du muscle psoas-iliaque. Ce n'est pas forcément le muscle qui donne ces douleurs-là, mais c'est une idée de venir travailler cet étirement au niveau de ce muscle et venir faire de l'extension au niveau lombaire. Ça, on pourra en parler tout à l'heure. Mais effectivement, nos lombaires sont à la base faites pour faire de l'extension, des mouvements d'hyperextension. Et on passe notre journée assis à faire de l'hyperflexion, à comprimer nos disques. Et l'idée, c'est de retrouver un petit peu ces mouvements d'extension qui sont nos mouvements naturels et qu'on ne fait plus jamais. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez également lancé, enfin, vous allez lancer, je crois, une application, hein, ça n'est pas encore tout à fait sorti, pour les patients, une application qui va leur permettre de faire un suivi de consultation et pérenniser l'action de leur ostéopathe. Alors tout à fait, l'idée de la prise en charge ostéopathe, c'est d'être globaliste dans la prise en charge, c'est-à-dire voir l'histoire du patient, savoir s'il a du stress et aller voir des différentes structures en fonction de la douleur, la structure qui est en douleur. Après la consultation, on va donner effectivement des exercices à notre patient pour qu'il puisse continuer à mobiliser les structures qu'on a mobilisées. Ça lui donne des petits tutos pour continuer à bouger après la consultation, qu'il lui-même fasse de la mobilité. Et en plus de ça, on vient travailler aussi le contexte environnemental qui est souvent l'élément déclenchant de la douleur inflammatoire. Ouais, le stress. On n'a pas parlé des facteurs de risque des maux de dos, hein, donc effectivement le stress. Donc ça, qu'est-ce que vous allez leur proposer du coup ? Eh ben alors, il n'y a pas un traitement pour le stress. Hein. Chacun doit trouver son traitement et pour le trouver, il faut en essayer plusieurs. Donc on propose de la méditation, de la sophrologie, de l'hypnothérapie, de la cohérence cardiaque, des micro-voyages. Et aussi, on essaie de lutter contre la sédentarité. Après avoir passé la période inflammatoire et de douleur, on va proposer à nos patients d'essayer de faire du yoga, du pilates, du renfort, de la mobilité au bureau, avec beaucoup de podcasts santé. L'idée, c'est que ça soit gratuit pour tous nos patients quand ils sortent de nos... Des conseils d'alimentation aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, mais le surpoids est un facteur de risque important des problèmes de dos. Ça arrivera dans une deuxième version, c'est sûr. Chaque chose en son temps. Déjà, s'ils arrivent à se remettre en mouvement. À bouger. Moi aussi, juste pour rebondir sur ce que Damien a dit, devant chaque patient, il faut jauger un peu l'état de stress du patient, son contexte de vie et ses facteurs stress pour pouvoir mettre en place la prise en charge de sophrologie. Pluridisciplinaire quelque part. Hein, pluridisciplinaire tout autour du mouvement et de la remise en activité. Que l'intervention mécanique. Juste un mot sur les sports. On dit toujours que certains sports sont plus recommandés lorsqu'on a mal au dos, comme la natation ou le pilate. Info, J'ai un truc assez parlant. Si on fait une imagerie à plein d'athlètes, en faisant une imagerie à plein d'athlètes, on a retrouvé 40% d'hernie chez ces athlètes-là, dont des nageurs olympiques. Donc en fait, cette idée de natation qui réduit les maux de dos, elle est un peu désuète. Et tant que le patient bouge et qu'il se fait plaisir à bouger, ça changera tout. Enfin, le sport à outrance aussi, c'est pas forcément bon pour notre dos, pour nos articulations aussi. Une activité physique régulière, bien sûr, modérée, qu'il aime, qui lui donnera justement l'envie de le faire. Donne envie d'en faire régulièrement. C'est ce qui entretiendra le mieux le dos. Bon, et enfin, si vous souffrez régulièrement de douleurs ostéo-articulaires pour lesquelles votre médecin est un peu démuni, eh bien, sachez qu'il peut vous orienter vers des centres spécialisés et pluridisciplinaires, là encore, qui permettent d'affiner le diagnostic et de personnaliser le parcours de soins. Ces centres, on les appelle des CESOA, Centres de soins ostéo-articulaires ambulatoires. Regardez. Le CESOA, Centre de soins ostéo-articulaires, est dédié aux gens qui souffrent de l'appareil locomoteur. Le centre a ouvert en janvier 2020. Ce que fait le CESOA, c'est de simplifier le parcours du patient. Ce sont les médecins traitants, les médecins spécialistes qui nous réfèrent les malades à partir de scénarios préétablis avec des critères d'éligibilité. Au CESOA, vous retrouvez parmi les métiers de la rééducation une kinésithérapeute, une enseignante en activité physique adaptée et une ergothérapeute. On va faire un bilan sur la pathologie et comment est gérée la pathologie au quotidien. Et à partir de ça, on va pouvoir proposer un parcours de soins personnalisé aux patients. On va pouvoir leur proposer un programme d'exercices qu'on a vu ensemble pendant la consultation. On peut leur proposer une pratique d'activité sportive particulière. On va leur donner des recommandations sur les bonnes pratiques au quotidien. Et avec un petit plus pour notre ergothérapeute qui va fabriquer des orthèses pour les membres supérieurs. J'ai une spondyloarthrite ankylosante, axiale et périphérique. Moi, ma peur, c'était de me retrouver en fauteuil roulant. Il faut dire ce qui est.
J'ai consulté plusieurs médecins, ça n'a jamais soit fonctionné, soit le diagnostic était mauvais, soit j'avais trop de traitements. Ils ne communiquaient pas en fait. J'ai rencontré donc, le groupe du CESOA grâce à mon chirurgien. J'ai eu énormément de chance d'être tombée sur une équipe qui m'a beaucoup encadrée. Et je pense que quand on a une maladie qui est peu connue et qui est très difficile à gérer au quotidien, c'est super important d'être bien entouré. Donc ça, c'est un centre qui a été mis en place par la MGEN et financé par l'Agence régionale de santé. Les patients n'ont aucun reste à charge, hein, on est bien d'accord? Non, effectivement, c'est un forfait. Vous travaillez dans ce centre, hein? Je travaille effectivement dans ce centre toutes les semaines. C'est un forfait unique remboursé intégralement par la sécurité sociale, où les patients viennent voir le médecin, une infirmière, et selon le type de pathologie, une ergothérapeute, kinésithérapeute, une aide à l'activité physique adaptée et diététicienne aussi. Et l'objectif, c'est vraiment d'éviter que ces douleurs ne deviennent chroniques, d'où l'importance, comme vous le dites, d'une prise en charge précoce et pluridisciplinaire. Merci à tous les deux, ça passe trop vite, on avait encore des tas de questions à vous poser. On fera sûrement une émission sur le sujet. En tout cas, en conclusion, voici les messages clés à retenir. Il faut bouger quand on a mal au dos, ça, je pense qu'on l'a bien répété, hein, le mouvement est le seul moyen pour que le mal de dos ne devienne pas chronique. Il n'y a pas de mauvais sport, mais que des mauvaises pratiques, donc ne vous obligez pas à faire de la natation si vous n'aimez pas ça, mais en tout cas, faites un sport qui vous fait plaisir et qui vous donne envie de bouger. Les médicaments ne vont pas régler le problème si celui-ci est d'origine mécanique. Hein, rééducation, massage et gestes de prévention seront beaucoup plus utiles. La chirurgie doit être réservée à des cas très particuliers. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins. Un grand merci à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Valérie Darmon, Margot Miller et Christina Mouton de m'avoir aidé à préparer cette émission. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode de La Santé d'abord. Merci à tous et d'ici là, prenez soin de vous. Le groupe Vive vous a présenté La Santé d'abord, le programme qui prend soin de vous. Groupe Vive, entrepreneurs du mieux vivre.